Bonsoir à tous et bienvenue dans Horizon. On savait et pourtant on a laissé faire. Voilà comment l'on pourrait résumer la tragédie du chlordécone aux Antilles. Interdit ailleurs à cause de son ultra-toxicité, ce pesticide a pourtant arrosé les bananeraies antillaises pendant plus de 20 ans, avec des conséquences vertigineuses, troubles neurologiques, hausse des cancers de la prostate, prématurité des bébés. C'est sans doute le plus grand scandale sanitaire et écologique en France et dont on n'a pas fini de mesurer l'ampleur. Jean-Marie Floer, bonsoir. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Vivre et l'on vous retrouve dans le film que nous allons diffuser dans un instant. C'était important pour vous de témoigner? Oui, il n'y a pas énormément de choses qu'on puisse faire à l'échelle individuelle face à quelque chose d'aussi énorme. Ça nous dépasse complètement. Et le point de départ pour justement se sentir moins seul, c'est d'alerter. Et de partager un certain nombre d'informations, de connaissances, pour qu'on puisse faire corps, pour qu'on puisse faire masse critique, pour justement répondre ensemble face à cette situation c'est la 1e crise de l'histoire de l'humanité, mais c'est pas la moindre. Voilà, alerter et se battre justement au niveau de la justice. Il en sera question dans ce film et il y a effectivement des avancées. On en parle dans un instant, mais tout de suite place à les Antilles empoisonnées, la banane et le chlordécone. C'est signé Nicolas Glimois. Une terre gorgée de poison. Les rivières et l'eau polluées. La quasi-totalité des Guadeloupéens et des Martiniquais contaminés. À l'origine du désastre, les plantations de bananes, où pendant plus de 20 ans a été dispersé massivement un pesticide ultra toxique, ou plutôt une molécule. La chlordécone. L'ère de la chimie a régné sur notre vie. Pour tout le monde, la chimie, c'était la solution. La logique qui a prévalu, c'est le fric avant la santé. C'est ça qui a prévalu. Combien de malades? Combien de morts à venir à cause du chlordécone? Une bombe à retardement. Au contour pourtant méconnu dans l'Hexagone. Et peut-être un scandale d'État, aux allures de tragédie pour les habitants des 2 îles. À quel moment ta maladie va se déclarer et qu'il faudra que tu prépares ton cercueil et que tu dises à tes enfants ou à ton enfant que tu n'es plus là? Comment la France a-t-elle pu laisser 2 de ses territoires être empoisonnés à une telle échelle? On a vraiment l'impression, pour résumer ça d'une phrase, que, en fait, nous sommes des Français entièrement à part, au lieu d'être Français à part entière. Comment une telle catastrophe n'a-t-elle pas pu être évitée? Vous avez la preuve que c'est extrêmement dangereux et vous laissez un territoire s'empoisonner pour des siècles. Il n'y a pas de responsable, mais ça rend fou. En fait, ça rend fou. En janvier 2023, au bout d'une instruction qui aura duré 16 ans, le tribunal judiciaire de Paris
a prononcé un non-lieu dans l'affaire du chlordécone. Les magistrats reconnaissent la réalité du scandale, mais la plainte déposée pour mise en danger d'autrui tombe sous le coup de la prescription. Dans l'attente du jugement en appel et d'éventuels autres recours, pour les Antillais, c'est l'amertume, l'incrédulité et la colère. Quand vous voyez que la chlordécone a pollué les eaux de surface, qu'elle a pollué les eaux souterraines, qu'elle a pollué les eaux maritimes, que les animaux sont contaminés, aucun crustacé n'est plus comestible sur nos côtes, dans toutes les zones bananières. Aujourd'hui, les pêcheurs ne peuvent pratiquement plus sortir. Les gens ne peuvent plus consommer des volailles qui courent dans les champs. Les œufs sont interdits à la consommation. Ça veut dire que ce pays et les hommes de ce pays, les animaux de ce pays, les eaux de ce pays sont empoisonnés. Donc il faut bien que quelque part, il y ait un responsable, sinon un coupable. Dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, qu'il n'y a pas de coupable, qu'il n'y a pas d'effraction et qu'on a agi trop tard, pour nous c'est une triple injure, c'est un triple crachat que nous ne pouvons en aucun cas accepter. C'est pourquoi je lutterai jusqu'au bout, de toutes mes forces, pour qu'on nous donne justice. Délit de justice, scandale empêché, réparations impossibles. Pour comprendre les causes et les méandres du désastre, pour tirer tous les fils du mystère, il faut plonger dans l'histoire des Antilles françaises et dans ces bananeraies qui s'étendent à perte de vue à Basse-Terre en Guadeloupe ou dans le nord de la Martinique. Un cliché digne d'une carte postale, comme si ces bananiers avaient toujours été là. Et pourtant... Tous les paysages de la Martinique ont entre eux une espèce de parenté. La canne à sucre. Elle est non seulement la principale culture, mais la richesse, la raison d'être de la Martinique. Bien avant la banane, les Antilles sont avant tout le royaume des plantations de canne à sucre, dont la culture s'épanouit naturellement sous ce climat tropical et humide. Des plantations propriété de celles qu'on appelle les grandes familles, héritières des nobles venus de métropole au XVIIe siècle pour coloniser les Antilles françaises. Et les grandes familles, ce sont les premiers colons, qu'on appelle ici les béquets, ce sont les blancs créoles. Ce sont eux qui, au départ, ont bénéficié de toutes les terres. Puisqu'ils sont arrivés les premiers, on leur a distribué des terres, certains par la suite en ont acheté. La Martinique, c'est 1100 km², donc quand vous possédez des terres dans un pays aussi petit, vous allez presque dire que vous êtes riche. La richesse des béquets, c'est aussi pendant 2 siècles le travail gratuit de ces dizaines de milliers d'esclaves importés d'Afrique, dont l'industrie sucrière a été grande consommatrice. Après l'abolition en 1848, un régime proche du servage médiéval a continué d'être de mise dans les rangs des coupeurs de canne. La canne à sucre et l'esclavage ont façonné l'économie des Antilles et fait la fortune des grands propriétaires comme ils avaient contribué à celle des ports négriers de Nantes, Bordeaux ou La Rochelle. Le socle de cette économie de plantation, c'est qu'elle est destinée à enrichir sur le plan économique la métropole. Donc, ce qui caractérise cette économie de plantation, c'est qu'elle repose effectivement sur une monoculture. L'idée d'exploiter de manière massive donc, le foncier, les terres, et de les destiner vraiment à des productions d'exportation. Donc, on a dès le départ l'idée que ces territoires sont liés à des finalités extérieures et non pour des besoins locaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la Guadeloupe et la Martinique deviennent des départements à part entière. Mais sur le plan économique, rien ne change. Le modèle reste celui de la monoculture dédiée à l'exportation. Et les Blancs créoles possèdent toujours 90% des terres agricoles. L'esclavagisme n'est plus,
Mais l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-payée demeure la pierre angulaire du système. Et en pleines années 60, les propos d'un de ces grands propriétaires terriens qui tiennent l'économie des îles résonnent encore des accents du passé colonial. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Mais le vent économique tourne. La concurrence mondiale, mais aussi et surtout celle de la betterave à sucre en métropole, mine la vieille industrie sucrière de Guadeloupe et de Martinique. À l'orée des années 60, il faut trouver une solution de rechange. Et le nouveau produit miracle sera la banane. En quelques années, de simple culture d'appoint, elle devient le pétrole des Antilles. Les immenses champs de canne qui dessinaient depuis toujours les paysages antillais sont remplacés par des bananeraies. Le statut politique des îles peut bien avoir changé. Guadeloupe et Martinique restent enfermés dans une économie de matières premières. L'ami blanc, il avait bien compris aussitôt qu'avec banane, on est toujours fort, toujours beau. Le matin et le soir, à l'école, au bureau. Manger la crue, ou frites, ou en gâteau. Oh yo. La banane devient le fruit préféré du consommateur de France et d'Europe. Une aubaine pour les Antilles, qui en exportent chaque année près de 250 000 tonnes. On en mange jamais trop. Et elle va bénéficier d'un coup de pouce décisif du général de Gaulle. C'est le temps des indépendances africaines. Et les bananes de Côte d'Ivoire ou du Cameroun, moins coûteuses, rognent les positions encore fragiles de ses rivales de Guadeloupe et de Martinique. C'est alors que de Gaulle décrète « Les Antilles sont des départements français. Ils doivent avoir la priorité ». En 1962, le président de la République décide de scinder le marché national. 2 tiers pour la banane des Antilles, 1 tiers pour celle d'Afrique. Une manière aussi de sauvegarder l'emploi dans ces Antilles où souffle un vent d'émancipation. Il s'agit de montrer que la France est capable, là où d'autres territoires demandent leur indépendance, d'amener ces 2 îles à une véritable assimilation. Et en aucun cas, on admet pour ces territoires une possible indépendance. Et on pense effectivement qu'en continuant à alimenter cette économie par des subventions, on va réussir à tasser un peu ce risque d'explosion sociale. À la manœuvre, on trouve l'incontournable Jacques Faucard, le monsieur Afrique du général, dont la famille dirige une exploitation de bananes en Guadeloupe. L'arbitrage de 1962 scelle la collusion entre l'État et les bananiers. Les monocultures d'exportation se sont développées au détriment de l'agriculture vivrière. Et on a abouti à ce paradoxe total qu'on a des dizaines de milliers d'hectares qui, effectivement, servent plutôt à l'exportation. Et donc, comme on n'arrive pas à produire la nourriture localement, on est obligé d'importer 80% quasiment de ce qu'on consomme en Martinique et Guadeloupe. Une réalité économique qui ne s'est jamais démentie jusqu'à aujourd'hui. Le système d'échange du pacte colonial subsiste. Et après le sucre et le rhum, les Antilles inondent de leurs bananes la métropole, qui, en contrepartie, leur vend tout ce dont elles ont besoin pour vivre. Une manne pour la communauté des planteurs, qui, cette fois, a voulu assurer ses arrières. Elle se diversifie dans les juteuses concessions automobiles, la grande distribution, les magasins de meubles ou encore les stations-service. Les sucriers devenus bananiers verrouillent leur emprise économique.
avec la venue des premières supérettes, des supermarchés, des hypermarchés, donc avec de plus en plus de produits importés, les bateaux repartiraient vides s'il n'y avait pas effectivement la banane. Donc ça veut dire que les bananiers ont une puissance financière extraordinaire parce qu'ils contrôlent en fait le fret. Tout ce qui part de ce pays est contrôlé par eux, tout ce qui arrive dans ce pays est contrôlé par eux. La banane devient un maillon essentiel du fonctionnement de l'économie antillaise. Elle fait vivre plus de 10 000 personnes et elle exige des rendements maximum. Un modèle de production intensive qui va donner un rôle central à la chimie. Look, this plant can get sick, and it sure has. It can suffer an attack of blight or be choked to death by weeds, or find itself supporting a family of parasites. Our country today has 12,000 scientists who devote their entire time to the farmer's problem because we know that chemical research must find ways to use every bit of land to its best advantage. Après 1945, le monde développé bascule dans l'agriculture industrielle, synonyme de progrès. Et la chimie doit dompter les fléaux de la nature. On crée en laboratoire des nouveaux produits de synthèse chimique comme le DDT, qui va servir par exemple beaucoup dans l'armée américaine. En effet, c'est extraordinairement efficace contre les insectes, mais énormément efficace. C'est prodigieux. DDT is the most effective single insecticide to be developed. En France aussi, l'avenir agricole doit ressembler à ces tracteurs rutilants qui sillonnent les plaines d'Amérique. Pour augmenter les rendements, on a besoin de beaucoup d'engrais, mais aussi énormément de pesticides de synthèse. Insecticides, fongicides, nématicides. Tous ces mots en cide auxquels les lobbies de la chimie et de l'agro-industrie vont substituer de nouveaux éléments de langage. Les pesticides, c'est aussi ça. C'est inventer des mots qui sont fallacieux, qui sont des mensonges éhontés. Cide, ça veut dire, c'est un suffixe qui veut dire tuer. Et eux, c'est la pharmacie, vous comprenez, c'est la santé publique, c'est la santé de la plante, phytosanitaire, c'est la santé de la plante. Vous imaginez, ça, la protection des plantes, l'industrie des pesticides nous l'a servi des dizaines et des dizaines d'années, alors qu'en vérité, il s'agit de tuer. L'agriculture antillaise se jette elle aussi corps et âme dans les pesticides. Et encore plus qu'ailleurs. Au fil des décennies suivantes, au sol ou par les airs, c'est un cocktail d'une 60aine de toxiques différents qui sera répandu dans les bananeraies. Le modèle de la monoculture pose beaucoup moins de problèmes en dehors des tropiques parce qu'il y a un hiver. Un hiver qui élimine une grande partie de la pression parasitaire. Au contraire, dans les tropiques, on a une période, d'activité biologique qui est 12 mois sur 12, quasiment. Et puis c'est les sommets de la diversité biologique. C'est là où les micro-organismes sont les plus actifs, qu'ils soient bénéfiques ou qu'ils soient pathogènes. Le plus coriace des parasites, peut-être le pire ennemi de la banane antillaise, est une petite bête qui, à la nuit tombée, se mue en ravageur des plantations. Le Cosmopolites sordidus, plus connu sous le nom de charançon noir du bananier. Le charançon pond dans le rhizome du bananier et le rhizome étant dévoré, les racines ne tiennent pas. Et quand le régime commence à peser, boum, le pied tombe. Des gros pieds de banane, hein. Mais la chimie a une réponse à tout. À chaque parasite, son pesticide. Et pour éradiquer le charançon, il existe une molécule, la chlordécone. Elle entre dans la fabrication d'un insecticide breveté aux États-Unis en 1952 et bientôt vendu sous le nom commercial de Kepone.
Il appartient à la famille des pesticides organochlorés. Et il est si toxique qu'aux États-Unis, on le réserve à des cultures non alimentaires, comme celle du tabac, ou pour la fabrication de pièges à cafards ou à fourmis. Il fait partie de ces molécules qui sont des polluants organiques persistants. Le chlordécone, la molécule de chlordécone, c'est une cage d'atomes de carbone et avec énormément de chlore donc autour, qui lui donne donc cette toxicité. Et cette structure-là, il y a très peu quasiment d'organismes, de bactéries par exemple, qui sont capables de dégrader cette molécule. Alors, les organochlorés, ils ont quand même une caractéristique globale. C'est de leur persistance dans les sols. Le chlordécone étant lui champion du monde. Mais le chlordécone ne monte pas avec la sève. Ce qui fait que lorsque vous avez une denrée végétale qui dépasse les 30 ou 50 cm au-dessus du sol, là, il n'y a aucune chance qu'elle soit contaminée. Le chlordécone est donc inoffensif pour la banane. Et sa persistance dans les sols pour des dizaines, voire des centaines d'années, passe sous les radars à la fin des années 60. L'essentiel est ailleurs. Testé une première fois dans les bananeraies antillaises, le chlordécone s'avère d'une efficacité redoutable contre le charançon. Mais la commission des toxiques du ministère de l'Agriculture rejette à 2 reprises son homologation à cause de sa nocivité constatée lors d'essais chez les rats. Le képone est même classé au tableau A des substances toxiques, ce qu'il y a de plus élevé. Étrangement, 2 ans plus tard, l'État fait volte-face. Et en 1972, le ministre de l'Agriculture, Jacques Chirac, délivre une autorisation de mise sur le marché. On est quand même dans une dynamique, dans ces années 60 et 70, de réduire et de mettre le frein sur ces insecticides organochlorés. On le sait très bien, DDT, toutes ces substances-là, il faut les réduire. Alors pourquoi on donne une autorisation provisoire? Faut-il voir dans cette décision le fruit du travail d'influence des grands planteurs? Ce tour de passe-passe consacre-t-il la proverbiale proximité entre les béquets et la politique parisienne? De tout temps, les grandes puissances d'argent ont toujours eu leur entrée au gouvernement. Et avec un lobbying particulièrement fort en ce qui concerne le secteur de la banane. Par exemple, Marcel Fabre, qui a été le président de la Chambre d'agriculture, qui a été un gros bananier. Il a été l'un des principaux bailleurs de fonds du RPR. Pendant 20 ans, le chlordécone va planter son drapeau aux Antilles françaises. Sur des territoires à l'économie fragile, où la banane joue un rôle clé, priorité à la productivité et à l'emploi. La santé passera après. L'autorisation, théoriquement provisoire, sera prolongée les années suivantes pour que l'on continue d'épandre abondamment du chlordécone au pied des bananiers. C'était 20 à 30 grammes au pied du bananier, avec une cuillère rallongée. Je mettais au pied du bananier, et puis voilà. Alors, normalement, il fallait traiter 2 fois par an, mais comme ça coûtait cher, on mettait 1 fois par an. Et on arrivait à s'en sortir. Je crois qu'on était dans l'ère de gloire de la chimie. Donc toutes les solutions étaient chimiques, un peu comme l'ère du plastique. Qui aurait soupçonné qu'un jour que les plastiques nous empoisonneraient? Personne.
Enfin, j'ai travaillé 46 années dans les bananes. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. J'étais à l'école, c'était pour juste aider ma mère. Parce que ma mère avait 9 enfants et puis dans une petite maison, tout petit. Elle vivait comme si c'était dans une boîte d'allumettes. Je dormais sur des planches avec des vieilles vêtements, vieux machins comme ça. Mais c'était de la misère. Hein. Les premiers concernés par l'utilisation du képone sont les ouvriers, et surtout les ouvrières agricoles, majoritaires pour tenir ces emplois précaires payés à la journée. C'était dans un seau. On mettait dans un seau, puis on prenait parti dosage, et puis on passait tout autour du pied, du bananier, autour du bananier. Mais sans gants, sans rien du tout, sans gants, sans masque, sans tablier. On ne nous a jamais dit que les produits étaient dangereux. Lorsqu'on nous mettait les produits, il nous disait d'aller vous laver. Mais sans nous dire que c'était un produit toxique que nous venons de mettre. Je mettais les produits et puis je sentais que ma bouche devenait sec. Et comme le patron nous avait dit de ne pas boire pendant le travail, et alors je passais de l'eau dans ma bouche et puis je jetais. Mais dans un petit moment, ma bouche était déjà devenue sec. Et quand j'ai fini, je suis montée chez moi, je me suis lavé tout ça. Et puis, dans un petit moment, j'ai ressenti comme mon ventre me faisait mal. Mais le képone est le produit miracle. Et répandre des pesticides dans les bananeraies est la condition sine qua non pour conserver son emploi. Et ça concerne beaucoup de monde sur les deux îles. Plus de 10 000 personnes travaillent dans le secteur. En ce milieu des années 70, un scandale éclate aux États-Unis, en Virginie, à Hopewell, la capitale de la chimie. Les ouvriers de la seule usine au monde qui fabrique le képone souffrent de problèmes neurologiques, perte de mémoire, tremblements incontrôlés, mais aussi douleurs articulaires et baisse de la fertilité. I have an increased chance of cancer. And I've had some damage to my liver, my eyes, and some brain damage. Dale Gilbert, victim of severe képone poisoning. Des analyses prouvent la contamination des terres alentours, mais aussi dans la James River, où sont déversés les déchets de l'usine. La pêche est interdite dans toute la baie de Chesapeake. The problem goes well beyond direct human contamination. The Hopewell, Virginia tragedy, discovered in July of last year, long-term problem, also involving food chain contamination and safe disposal of contaminated materials. Les autorités américaines vont prendre une décision radicale. Ils interdisent purement et simplement le chlordécone aux États-Unis, fabrication, utilisation, distribution, commercialisation. Et donc l'usine ferme. C'est le premier sinistre de cette ampleur en matière environnementale qui oblige les autorités administratives et judiciaires à intervenir. Lors d'un procès très médiatisé, la société productrice du képone, Allied Chemical, est condamnée à une amende record pour l'époque. C'est la première fois qu'un industriel de la chimie est condamné, donc il y a une prise de conscience du danger chimique. Donc en fait, les États-Unis avaient déjà mis quand même un certain nombre de signaux d'alarme qui auraient dû éclairer, bien sûr, les autorités françaises par la suite. D'autant que 2 rapports scientifiques publiés à la même époque en Guadeloupe révèlent la contamination des sols et de 3 rivières par le pesticide. Les rapports de Snegarov, puis Kermarek, ils ont très tôt montré que le chlordécone ne se limitait pas, ne restait pas dans les exploitations, mais qu'il était exporté via l'érosion, notamment dans les nappes phréatiques.
Dernier clou sur ce qui devrait être le cercueil du chlordécone, en 1979, le Centre international du cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, décrète que la molécule est cancérogène possible pour l'homme. À la fin des années 70, il n'y a plus aucune ambiguïté quant à la toxicité du pesticide, banni dans la plupart des pays. Et tout aurait dû s'arrêter là. Mais pas aux Antilles, où il va connaître une nouvelle vie. Et plus de 40 ans plus tard... Cet insecticide cancérogène qui aurait contaminé 90% de la population antillaise. Un pesticide toxique pour l'environnement soupçonné d'être à l'origine de nombreuses maladies. Cet empoisonnement à grande échelle. Une population antillaise contaminée à 90% d'après Santé publique France. Le produit a pollué les sols pour des centaines d'années. Il est aussi accusé d'être à l'origine de nombreux cancers. L'empoisonnement des Antillais par les pesticides des bananeraies se révèle beaucoup plus grave que l'affaire du sang contaminé. Les pesticides auraient provoqué Le chlordécone a distillé son poison un peu partout. Par ruissellement des eaux dans le sol, il a contaminé l'ensemble des Guadeloupéens et Martiniquais à travers la chaîne alimentaire. De l'eau au bétail, des volailles aux œufs, des légumes racines aux poissons et crustacés. Et les conséquences sanitaires sont vertigineuses. Mais alors que l'on savait tout de sa toxicité à la fin des années 70, pourquoi la molécule a-t-elle continué d'être répandue pendant encore près de 15 ans aux Antilles ? En 1979 et 1980, 2 cyclones dévastent les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. C'est fichu pour de longs mois et il faut vous dire les répercussions sociales énormes que ça aura sur toute cette population de gens pauvres, de gens vivant déjà dans la misère. Pendant donc 12 mois, il n'y aura pas de rentrée d'argent dans les foyers. C'est vous dire que ce sera la misère noire. Si l'État ne nous aide pas immédiatement par des prêts et par des subventions, ces ouvriers qui sont là, dans 15 jours, n'auront plus rien à faire. Une catastrophe naturelle qui favorise aussi les invasions de charançons. Mais depuis la fermeture de l'usine américaine d'Hopewell, il n'est plus possible d'acheter du képone. Et il n'existe pas sur le marché de produits alternatifs aussi efficaces. Le chlordécone, ici en Martinique et en Guadeloupe, avait été épuisé. Les établissements Lagarigue, dont le président était Yves Ayotte, ont décidé d'acheter le brevet et de le faire produire au Brésil. Yves Ayotte, directeur de cette société Lagarigue et figure de la communauté Béké, préside aussi le syndicat des planteurs. La production et la distribution du chlordécone vont donc être désormais directement prises en charge par le monde bananier. Donc on avait un homme qui était au cœur du système bananier, à tout point de vue, héritier, propriétaire de la société de distribution, propriétaire de la fabrication du produit. Donc ce monsieur, s'il y en avait un qui savait ce qui se passait, c'était bien lui. En 1981, la société martiniquaise Lagarigue propose à l'homologation le Curlone, un nouveau pesticide à base de chlordécone. Isabelle Plaisant siégeait à la Commission nationale des toxiques qui a examiné cette demande. Aux côtés de toxicologues, d'agronomes, mais aussi de représentants du monde agro-industriel. Elle se souvient d'un épisode troublant quand le président de la commission organisa un aparté avec quelques-uns d'entre eux avant le vote. Si je me rappelle, c'est que effectivement, ça a été exceptionnel. Il était quand même très préoccupé et il tenait à nous faire savoir que le chlordécone
avait été classé cancérogène possible pour l'homme. Et là, il y a un flou, parce que malheureusement, les archives de la commission ont mystérieusement disparu. Ça n'a jamais inquiété les juges d'instruction, mais elles ont disparu. Ce qui est certain, c'est qu'en 1980, toutes les autorités sanitaires et les nouveaux propriétaires du brevet avaient connaissance que ce produit était dangereux et cancérigène. Mais devant la commission, seuls les arguments développés par la société Lagarigue seront entendus. Donc le chlordécone, il nous a été présenté comme la substance la plus efficace pour tuer le charançon des bananiers. Donc on nous a clairement dit que il fallait sauver les bananiers et pouvoir reprendre une culture des bananiers. Donc ce produit était indispensable. J'ai souvenir d'un vote à main levée et que les votes contre n'étaient pas en nombre suffisant. Le péril économique a balayé les alertes sur la toxicité du pesticide. C'est un tournant majeur, car pendant près d'une décennie, en toute légalité, le chlordécone va continuer d'inonder les bananeraies. Il faudra attendre 1990 pour qu'il soit enfin interdit en France, comme il l'était déjà dans de nombreux pays. Toutefois, la loi les y autorise. Les planteurs ont encore 2 ans devant eux pour écouler leur stock de Curlone. Ce qui veut dire que pendant l'année qui suivait le 1er février 1990, l'entreprise Lagarigue pouvait vendre le stock qu'elle avait chez elle. Mais que fait Lagarigue? Au mois d'août 1990, donc 6 mois après l'interdiction, elle va commander 1200 tonnes de chlordécone qui lui seront livrées à l'automne. Normalement, les douanes auraient dû vérifier qu'ils avaient l'agrément. On ne sait pas si ça a été vérifié ou pas. On ne peut pas le savoir parce que les douanes, là encore, ont perdu les documents. En fait, au lieu d'écouler les stocks, on a reconstitué des stocks. Donc, on est vraiment là face à quelque chose qui a été une malhonnêteté complètement assumée de la part des utilisateurs et des importateurs, notamment de ce produit. Quelque part, alors j'hésite à employer le terme de crime, mais en tout cas, c'est un acte qui est néocolonial. Ça s'inscrit vraiment dans le droit fil de l'histoire des îles, Martinique et Guadeloupe, de la colonisation, de celles et ceux qui en ont profité le plus, les béquets notamment, et qui sont dominantes. La société Lagarigue et les syndicats de planteurs vont maintenir leur pression pour gagner encore plus de temps et obtenir du ministère de l'Agriculture des dérogations pour continuer d'écouler le chlordécone encore 1 an et demi au-delà du délai légal. Un lobbying appuyé par la classe politique locale. Il y a eu aussi de notre côté des élus bien de chez nous, bien afro-caribéens, qui sont allés demander plus de chlordécone et plus longtemps du chlordécone. Eux aussi étaient dans cette logique que purement économique, sauver l'emploi, sauver la banane, et ils n'avaient pas d'écoute pour l'environnement, ils n'avaient pas d'écoute pour l'écologie. Donc moi je veux que chacun prenne sa part. Et vous voyez, ça fait réfléchir aussi à ce que c'est que la responsabilité d'un politique, un politique qui passe là pendant 1 an ou 2 dans un ministère et qui disparaît qu'on voit jamais, et qui donne des autorisations qui vont conduire à des pollutions massives pendant des siècles. Et là, vous vous dites quelque chose ne tourne pas rond. Évidemment, ça ne tourne pas rond. Lorsqu'on demande toujours finalement qui est le responsable de cette situation, bien le responsable, c'est l'État. Parce que ce sont les services de l'État qui ont donné un feu vert. Qu'il y ait eu des pressions et des lobbies, mais des pressions, il y en a toujours eu dans la vie. Des lobbies, il y en a toujours. Vous allez à Bruxelles et il y a même des commissions qui traitent que de ça. Donc c'est la réalité.
Mais le rôle de l'État et des services de l'État, c'est de passer outre ces pressions. La culpabilité de l'État, c'est aussi d'avoir laissé le poison continuer de circuler et se répandre. Une décennie perdue, sans chercher aucune trace du chlordécone. Jusqu'à l'orée des années 2000, quand des analyses scientifiques détectent la pollution de plusieurs rivières en Guadeloupe. Et surtout, la contamination des légumes poussant dans la terre. Et ce qui est encore plus époustouflant, c'est que pour qu'il y ait une véritable information des populations, il va falloir attendre que des patates douces en provenance des Antilles arrivent à Dunkerque, donc dans l'Hexagone, pour que tout d'un coup, les pouvoirs publics se disent « Ah tiens, il y a peut-être un problème ». Le procureur de la République, ayant découvert que 2 tonnes de patates douces en provenance de la Martinique étaient infestées de chlordécone, a ordonné que ces patates douces soient incinérées sur le port, que ça ne quitte même pas le port de Dunkerque. Et là, je suis choqué parce que je me rends compte que quelque chose qui vient de chez nous, on ne nous alerte pas. Mais dès lors que ça arrive sur le territoire hexagonal et que ça menace nos compatriotes de France européenne, eh bien, ça devient un problème. Contrairement aux bananes et tout autre fruit ou légume hors sol, tous les légumes racines sont contaminés. Emblème du jardin créole, les ignames, les dachines ou encore les patates douces sont interdits à la consommation dans les zones bananières. Nouveau coup de tonnerre 5 ans plus tard, toujours depuis l'Hexagone. Scandale, désastre sanitaire, empoisonnement. Depuis 2 semaines, ces mots font les gros titres de la presse nationale, où la Martinique et la Guadeloupe sont appelées îles au poison. Tout est parti de la publication d'un rapport explosif du professeur Bellepomme, cancérologue parisien. Les extrapolations que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que environ près d'un homme sur 2 aurait le risque de faire un cancer de la prostate dans sa vie. Deuxièmement, il y a un certain nombre de leucémies des os, qui sont en particulier qu'on appelle des myélomes, qui sont très clairement liés au chlordécone. C'est un désastre majeur. Même imprécise et jugée excessive, ces déclarations déclenchent un tel vacarme que l'État initie enfin un premier plan d'action. Après la culture des légumes racines, c'est maintenant la pêche côtière dans les zones bananières qui est prohibée, privant de travail et paupérisant des centaines d'éleveurs d'écrevisses et de pêcheurs. En touchant le cœur du mode de vie de ces îles, les interdictions dessillent brutalement les yeux des populations de Guadeloupe et de Martinique. L'amertume est à la hauteur du choc. L'heure est à la rage. En créole, on dit comme c'est pour nègre, c'est pour cochon. Comme c'est pour les noirs, c'est pour les cochons. Donc on peut laisser faire. Et donc les gens ont le sentiment que si ça s'était produit dans l'Hexagone, ça fait longtemps qu'il y aurait eu une réponse ou en tout cas une information suffisante pour que chacun sache ce qu'il mange et ce qu'il boit. Nous sommes à la périphérie, dit-on. Nous sommes des régions ultra-périphériques, donc les considérations sont ultra éloignées. Une plainte contre X pour empoisonnement est déposée par plusieurs associations et syndicats, mais aussi par les collectivités territoriales. Guadeloupéens et Martiniquais prennent conscience de la menace, invisible mais omniprésente. Une colère renforcée par les études scientifiques, comme celle de Santé publique France, qui établit en 2018 que plus de 90% de la population a des traces de chlordécone dans le sang. Et les témoignages de centaines d'ouvriers et ouvrières agricoles affluent auprès des associations militantes. On a mené cette enquête sur 1500 personnes et les gens ont parlé énormément. Ils nous ont dit tout sur leur intimité, sur leur qualité de vie. Et sur les 1500 personnes, on a trouvé 5 personnes
ils n'ont pas des pathologies un peu bizarres. En comptant les ouvriers agricoles et les enfants et les arrière-petits-enfants. Il y avait une telle souffrance psychologique, sociologique, et puis là on a touché, on a palpé la chose. Mais le mal dépasse de loin les frontières du monde agricole. Le fantôme du chlordécone a étendu son emprise sur l'ensemble des populations des deux îles. Les gens sont amers parce que vous n'avez pas une personne martiniquaise qui n'a pas dans sa famille un cancer de la prostate. C'est-à-dire, pendant un moment, c'était théorique. Et puis quand vous avez un cousin, vous avez un neveu qui a un cancer de la prostate et qui se débat pour aller se faire soigner pour voir s'il sera ni incontinent ni impuissant, ça devient une réalité. Ça devient pour nous une réalité. Aujourd'hui, les études scientifiques sont formelles. On sait que le chlordécone contribue au développement des cancers de la prostate, dont la Guadeloupe et la Martinique détiennent le record du monde. Il augmente aussi le risque de fausses couches et de prématurité. Et il aurait des effets très nocifs sur le système nerveux et le développement psychomoteur des enfants contaminés in utero. Quand dans une classe d'école, vous aviez exceptionnellement une année sur 3 un enfant avec des difficultés, dyslexie, dyspraxie, autiste, et que maintenant vous voyez que dans chaque année, dans votre classe, vous en avez 2 ou 3, vous vous rendez bien compte qu'il y a un phénomène nouveau. Si bien que de plus en plus, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les institutions qui reçoivent des enfants en difficulté, pensent au chlordécone. On sait désormais que le chlordécone est surtout un perturbateur endocrinien qui, consommé même à faible dose, est susceptible de développer de nombreuses pathologies, et ce, sur plusieurs générations. Il faudra certainement attendre 10, 15, 20 années supplémentaires pour qu'on ait une idée un peu plus précise de l'ensemble des impacts sur la santé et humaine et non humaine. Pour être victime du chlordécone, est-ce qu'il faut obligatoirement être malade? Est-ce que le simple fait d'avoir un risque d'exposition ou d'y avoir été exposé n'expose pas un préjudice d'anxiété? Le principe de la boule noire, c'est le principe de l'anxiété permanente. C'est de se dire, au prochain test, au prochain bilan, peut-être qu'on me dira, vous avez un phénomène de métastase ou de je sais pas quoi, voilà. Et c'est permanent. Et je suis pas la seule. Jamais. Nous ne pardonnons. Pourtant, j'ai la foi. Je ne pardonnerai pas le décès de mes défunts. Je ne pardonnerai pas leur souffrance. Je ne pardonnerai pas toutes ces générations d'enfants qui ont de graves problèmes parce qu'ils sont empoisonnés. L'inaction de l'État et la longueur de la procédure ont épargné les acteurs principaux du drame. Yves Ayotte, le patron de la Garrigue, est décédé. Ses successeurs déroulent désormais l'argumentaire bien huilé qui renvoie toute la responsabilité sur les services de l'État. Oui, il y a une bêtise qui a été faite, une grosse bêtise même. Je vous confirme, ce qui s'est passé là est particulièrement grave. Oui, c'est grave. Je ne pense pas que les agriculteurs sont coupables, je ne pense pas que les bananiers sont coupables, je ne pense pas que la Garrigue est coupable. Je pense qu'on s'est laissé avoir on n'avait pas toutes les précisions et toutes les indications. Alors vous parlez de certain nombre de choses, de services de l'État qui avaient signalé qu'il y avait des problèmes. Mais il y a quelque chose qui est d'actualité en ce moment en France, c'est le glyphosate, oui. OK, où vous avez une partie de scientifiques
et d'industriels qui maintiennent que le produit n'est pas dangereux, et puis vous avez encore d'autres personnes. Où est la vérité dans tout cela? Je ne sais pas. Nous, ce que nous voulons, c'est un débat public. L'idée qui se fait jour un petit peu aux Antilles, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une commission vérité et réparation. Comment préparer l'avenir si on continue à se cacher derrière des mensonges? Donc, il faudrait que tous ces responsables acceptent une bonne fois pour toutes de venir devant le peuple antillais, guadeloupéen et martiniquais, pour rendre des comptes. On peut comprendre que certaines personnes puissent se dire, mais est-ce que c'est parce qu'on ne représente pas typiquement cette majorité démographique française qu'on nous considère comme des gens qui pourraient avoir été empoisonnés tranquillement? Est-ce que ce scandale ne mérite pas la même attention que le scandale du sang contaminé des années auparavant? Et je pense que la défiance très, très forte constatée en Guadeloupe et en Martinique par rapport à la vaccination dont on parlait pendant la crise pandémique est très intimement liée à ce scandale du chlordécone et à cette idée aussi de ce traitement différent. Les producteurs de bananes, des grandes exploitations aux plus modestes, comme celle de la famille Babin, n'ont pas attendu l'épilogue judiciaire pour tourner le dos aux pesticides. Ça fait 5-6 ans que mon fils, il met rien. À un moment, ça me perturbait pour les feuilles. Je dis, moi, il faut qu'au moins qu'on fasse un fongicide. Et puis, ils ont tenu bon, en fin de compte, en coupant les feuilles malades régulièrement. Et là, on a commencé à avoir des résultats. Des feuilles résistantes. Et là, franchement, on a attendu 5 ans pour voir ça. Mais notre tonnage a beaucoup diminué. Moi, je faisais 50 tonnes hectares. Là, depuis qu'on travaille soi-disant bio, on est à 30 tonnes. Avec une réduction de près de 60% de l'usage des toxiques depuis 20 ans, la filière a fait sa révolution agroécologique. Donc, on s'est tous laissé aller griser par la science, en général. Mais bon, maintenant, on sait que la vraie science, c'est celle de la nature et du respect de la nature. Je pense que, finalement, on a quelques années d'avance, quelque part, sur ce que vont vivre les Français d'ici 20, 30 ans, les Européens, et puis de toute façon, toutes les régions du monde où on utilise massivement, parce qu'il y a des monocultures, des produits qui sont des biocides et qui ont un impact négatif à long terme. Donc ce sont là, pour le coup, réellement des bombes à retardement qui frapperont, tôt ou tard, l'ensemble des humains et pas seulement les Iliens, Martiniquais et Guadeloupéens que nous sommes. Voilà pour ce documentaire signé Nicolas Glimois. Retour donc en plateau. Jean-Marie Floer est toujours avec nous. Jean-Marie Floer, est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que la population s'approprie ce scandale, cette problématique? Alors pas encore, de façon pleine et entière. C'est un sujet qui a certainement évolué, dont la perception a évolué au cours des 10-15 dernières années. Mais on est encore très 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 loin du compte. Mais d'une manière générale, c'est pas forcément surprenant. On a également, on peut citer par exemple la reconnaissance du créole, par exemple, qui a commencé il y a des décennies. On n'en est toujours pas à faire plus qu'un mois du créole, par exemple. On n'a pas encore fait une année du créole, par exemple. Et puis
Disons que c'est toujours compliqué de faire avancer, disons, à la même vitesse, à la même cadence, une population qui est très très hétéroclite, qui est très diversifiée. Les jeunes n'ont pas les mêmes références que les anciens. Ceux qui sont justement les plus anciens, qui avaient énormément de connaissances, ils sont partis très souvent sans forcément avoir eu le temps de transmettre. Donc, à la limite, ça n'est pas... On fait avec, c'est comme ça. Mais on sait que de toute façon, c'est un marathon, c'est un combat qui est engagé sur probablement plusieurs générations. Donc on est probablement que la première ou la deuxième génération. Il en faudra plusieurs pour qu'on comprenne réellement l'ampleur de ce qui s'est passé et du changement de trajectoire radical qu'il faut faire prendre non seulement à la Guadeloupe, mais aussi à tous les autres pays de la planète qui utilisent, comme nous, des biocides, des perturbateurs endocriniens, des PFAS, des polluants internels, etc. Alors les mots sont quand même forts. On a entendu par exemple Harry Durimel qui la logique qui a prévalu, c'est le fric avant la santé. Et même vous, on a vraiment l'impression que nous sommes des Français entièrement à part au lieu d'être Français à part entière. Aujourd'hui, il faut le dire, il ne faut plus être hypocrite, c'est un peu ça, sur la réalité de ce scandale. Et je pense que ces éléments-là qui viennent d'être rappelés, ils viennent en écho à ce que le docteur Malcolm Ferdinand, qui a écrit L'écologie décoloniale, et puis il n'y a pas très longtemps, S'aimer la terre, sortir, je crois, de l'habité colonial, il montre à quel point, en fait, finalement, la France n'a pas ni achevé, ni même entamé sa décolonisation, sa propre décolonisation, et que finalement, ce sont des schémas de colonialité qui perdurent encore, y compris dans notre rapport aux vivants, dans notre rapport aux humains les plus vulnérables, et qui conduisent à ce que, effectivement, des pratiques telles que celles qui se sont passées en Guadeloupe et Martinique sont totalement inconcevables dans la Beauce, dans la Corrèze, même en Corse, peut-être surtout en Corse d'ailleurs, mais on voit bien que ça n'est peut-être que parce que ça s'est fait en Guadeloupe et Martinique que ça a été possible. Donc quelque part, c'est bien la preuve que on n'est pas exactement français comme les autres. On peut le dire comme on veut, mais ça revient à ça. Et c'est à nous d'en prendre conscience et de nous organiser, de prendre nos responsabilités pour, oser dessiner des lois, des règles qui nous protègent, nous et nos enfants, nos petits-enfants, parce que personne d'autre ne le fera mieux que nous, sûrement. Un scandale qui paraît peut-être loin pour l'Hexagone. Quand on voit cette décision de justice en janvier 2003, ce non-lieu rendu par la justice, aujourd'hui, il y a, on va dire, une petite victoire d'étape, une avancée, puisque le 13 novembre, la Cour d'appel de Paris a décidé de transmettre à la Cour de cassation déposée par les parties civiles. Il s'agit notamment de savoir si la pollution au chlordécone peut être considérée comme un empoisonnement et donc un crime. Est-ce que l'association, est-ce que vous êtes un peu satisfait ou est-ce que ce n'est qu'un début encore et encore et encore ? Alors les deux, mon général. On est effectivement satisfait parce que c'est la deuxième décision en faveur des plaignants, la première étant le 24 juin 2022, dans la procédure administrative au préjudice d'anxiété. Là, c'est la deuxième fois que la justice française reconnaît qu'il y a sans doute à revoir un certain nombre de jurisprudences qui, du coup, vont ouvrir la porte à d'autres poursuites, en tout cas d'autres actions judiciaires pour dédommager des victimes de pollution de l'eau, par exemple, et on est bien concerné aussi en Guadeloupe, mais aussi à d'autres utilisations avec des polluants internels, par exemple. Donc, sans cette décision de la Chambre d'instruction, il y a beaucoup de portes qui seraient restées fermées. Le combat serait perdu un peu. Et en tout cas, au niveau de la justice. Perdu, mais on aurait perdu du temps. Donc, on en a déjà perdu suffisamment. Nous, à l'association Vivre, on dit depuis longtemps que nous sommes les canaris dans la mine, c'est-à-dire que c'est, en gros, tout ce qui se passe en Guadeloupe et Martinique, la France, l'Europe, le reste des pays industrialisés, ils seront confrontés de toute façon. Et il ne se passe quasiment pas une semaine ou un mois sans qu'on ne voit une affaire qui sorte avec des polluants interdits il y a plus ou moins longtemps, qui persistent dans les sols, qui persistent dans l'eau, qui sont retrouvés dans des boîtes de conserve, dans l'alimentation, et qui donc
ont un impact négatif sur la santé, non pas des Guadeloupéens et Martiniquais, mais d'autres personnes qui ont certainement un pouvoir de nuisance et de mobilisation beaucoup plus important que le nôtre. Nous, on est à 7000 km, on ne crie pas forcément de l'État, alors que ce soit le pouvoir législatif, qui quand même a fait une partie du travail, que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire. Donc, globalement, on n'est pas du tout... on n'est pas dupe de ce qui a été gagné. C'est une petite bataille, mais c'est une bataille. On a mis un coin dans la porte, et donc elle ne se refermera pas. Alors, dernière question. Aujourd'hui, quand on voit toutes ces batailles que vous menez, quand vous essayez de ramener la population, qu'elle puisse prendre conscience de ce qui se passe, aujourd'hui, comment faire pour parler du chlordécone sans effrayer les gens, mais tout en leur disant réveillez-vous, c'est là quoi. Comment faire? Parce que quand on voit toutes les mobilisations qui n'attirent pas forcément, comment faire? Si j'en avais la réponse, on n'en serait sans doute pas là. Mais d'une manière générale, je l'ai dit, on est confronté aux mêmes problèmes, par exemple sur les problématiques de l'eau, sur celles de la vie chère, on le voit bien. Une résignation. C'est pas tellement une résignation, c'est-à-dire que nous sommes, notre histoire fait que nous avons traversé des vicissitudes par dizaines, par centaines, par milliers, et on a une certaine robustesse, résilience, diront certains, mais comme on dit en créole, faut manquer nayer pour apprendre à nager, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment, soumis à la dernière des extrémités pour que quelque part comme la grenouille dans sa casserole d'eau bouillante, tout de suite on se réveille. Peut-être qu'on n'a pas encore eu justement cet électrochoc qui ferait que globalement ça prenne. Mais je ne suis pas forcément inquiet. Je me réfère très souvent aux combattants de la liberté d'il y a 2 siècles, Ignace d'abord, Delgrès, Solitude, et notamment le discours de Delgrès du 10 mai, qui, je ne peux pas le citer de mémoire, mais qui disait qu'en gros, d'autres que nous, bien après que nous soyons morts, continueront et obtiendront les résultats, disons, de ce que nous n'avons fait qu'entrevoir. Donc, c'est la même façon, de la même manière, nous, en 2024, on commence quelque chose, on transmet le flambeau, on transmet le témoin aux autres générations, et forcément, à mesure que les consciences s'éclaireront, on aura les moyens d'avancer, mais ça ne sera pas forcément aussi rapidement qu'on l'espère. Voilà, la nouvelle génération. Le travail accompli par l'association Vivre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine vers d'autres horizons. Très belle fin de soirée sur Guadeloupe la Première.